première halte à la tombe de la mère nourricière de Sainte Bernadette. Bernadette est née en 1844. Bravo. Le 7 janvier. Pas mal. Baptisée le 9. C'est pas Louise Soubirous. Voilà, c'est ça. Oh, pardon. Donc, c'était la fille aînée, c'était le premier bébé de Louise et François Soubirous. C'était pas grave, mais elle ne pouvait plus allaiter. On savait qu'à Bartrès, on va y passer, dans la ferme Lagus, il y avait Marie née à Ravent qui venait de perdre un petit bébé, un garçon de 15 jours. Donc elle était allaitante. Elle a proposé de prendre Bernadette, qui est donc arrivée ici quand elle avait 10 mois. Elle est restée ici 10 mois parce que, entre-temps, François et Louise Soubirous ont eu un autre enfant, un petit garçon, qui est mort peu de jours après la naissance. Donc les parents étaient inconsolables. On dit à Marie Lagus, rends-nous Bernadette. Donc 10 mois en 1844-1845. Et Marie Lagus, donc, est enterrée ici. Elle est morte en 1900. C'est pas très vieux, en fait. Hein. C'est pas très vieux. Voilà. Alors Marie Lagus, c'est intéressant pour comprendre la vie de Bernadette. Quand elle a accueilli Bernadette pour la nourrir, elle était très contente. Avoir une petite fille, allaiter une petite fille, voilà. Mais quand Bernadette est revenue plus tard, en 1857, ici à la ferme Lagus, quittant le cachot où étaient ses parents à Lourdes, Marie Lagus, entre-temps, a vu d'autres enfants, 6 ou 7. Et donc, son attitude envers Bernadette était toute différente. Et Bernadette, qui était excessivement sensible, a vraiment compris que ce n'était pas comme avant. Et elle était dure avec elle. Et on sait ça par son frère. Elle avait un frère qui était prêtre, qui venait passer des vacances à Bartrès, et qui reprenait sa sœur et qui a dit « Ma sœur n'était pas commode ». C'était le début des souffrances que Bernadette a connues. Voilà. Vous remarquerez ici, alors on est au chevet de l'église, le chœur est du XIVe siècle, on le verra mieux à l'intérieur. Là vous voyez les piliers, les contreforts en pierre du pays. Malheureusement, dans les années 60, c'est la mode, on mettait du ciment. C'est une horreur. Alors, ils ont quand même gardé ça. Alors, j'offre un verre de vin chaud à celui qui me dit qu'est-ce que c'est que ça. Allez-y. Alors, toutes les hypothèses peuvent être émises. Un homme qui chevauche un lion. Un aigle. Un lion ou un griffon. Et qu'est-ce qu'il fait en chevauchant? Il tient par le cou. Est-ce qu'il le tient par le cou? Il lui ferme la gueule, on dirait. Il lui tient la gueule. Ah, ça vous rappelle rien dans l'histoire sainte? Si. Oh, mon père, c'est loin l'histoire sainte. Si, Samson. Comment? Samson. Pas Samson, non. Samson et Goliath. Non. Ah, avec Goliath, on chauffe. C'est David. David. Ce n'est que David, quand il va au camp du roi Saül, où ses frères combattent, et qu'il voit le géant Goliath, qui est en train de mépriser l'armée d'Israël. Alors David, qui est tout jeune, va voir le roi Saül, il dit, cet homme, il a maudit Israël, moi je vais le combattre. Alors le Saül dit, t'es tout jeune, t'es tout gamin. Et David lui dit, c'est vrai, mais quand je garde les brebis, les agneaux de mon père, il m'est arrivé plus d'une fois de poursuivre un lion, c'était des lionceaux en fait, pour leur arracher la brebis ou l'agneau qu'ils avaient pris dans leur gueule. Et c'est ça. Voilà. Alors il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, on ne faisait pas de la photographie, on était intelligent. On ne reproduisait pas les photocopieurs. Non. Et donc l'artiste, son but, c'est de nous livrer un enseignement. Et pour comprendre l'enseignement, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire ça. Il faut réfléchir. Et là, il veut nous dire qu'en fait, celui qui s'appuie sur Dieu, il a la force de Dieu, il peut vaincre, il peut monter sur un lion, lui ouvrir la gueule et arracher la proie. C'est beau, hein? Voilà. Bon, on va avancer dans l'église. Vous regardez, il y a une phrase qui a été gravée là. Les latinistes du groupe là.
pouvez traduire, avancez, avancez, avancez là. Pavete ad sanctuarium meum, Lévite, ça veut dire le livre du Lévitique, C, chapitre 26, V, verset second. Qu'est-ce que ça veut dire? Pavete ad sanctuarium meum. Vous avez marché sur un sanctuaire. Donc pavete, c'est avoir une certaine crainte respectueuse. Donc vous entrez dans mon sanctuaire avec un certain respect, une certaine crainte. Ce n'est pas n'importe comment, c'est pas la phrase, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le marbre des Pyrénées. C'est les carrières de la région, là. Et beaucoup de maisons un peu stylées avaient des entrées comme ça. 1758. Donc on entre, et Bernadette est venue prier dans cette église. Prendre le temps de regarder avec vos yeux ce que représente chacun des trois panneaux du rétable. Donc c'est la Vierge Marie qui va voir sa cousine Élisabeth. Et pourquoi va-t-elle voir sa cousine Élisabeth? Pour festina vide, elle se hâta chez sa cousine Élisabeth. L'annonciation eut lieu à Nazareth, en Galilée. Elle descend à Incarine, près de Jérusalem. Vous y êtes? Alors, dans ce tableau, il y a combien de personnages? 4. Alors, 1, la Vierge Marie. 2, Élisabeth. Et après, et le monsieur qui est chauve, Zacharie. Alors, est-ce que, sur les 4 personnages, est-ce que la présence de l'un d'entre eux ne vous surprend pas, ne vous choque pas? La colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ, seconde personne de la Sainte Trinité, et le Père. Il est où? Il est où? Non, il est représenté par les nuages en haut. Voilà. Nicolas, qu'est-ce qui est choquant? Qu'est-ce qui est surprenant? Le corps du martyr. Si on vous décapite, vous êtes comment après? Vous êtes raplapla. Là, lui, Baptiste, il est appuyé sur un coude. Jean, qu'est-ce qu'il nous livre comme message? Toujours vivant. Tu m'as coupé la tête, mais je suis toujours vivant, je suis glorieux au ciel. Bonjour à tout le monde, merci de votre accueil. C'est la première fois que nous venons avec mon mari. J'essaie de parler plus fort. Donc nous on est des voisins, on n'est pas très loin d'ici, on habite dans le Gers, à côté de Auch. Et moi, en fait, mon histoire, en fait, en tant qu'infirmière, je suis dans un service de cardio-gériatrie et je suis témoin de maltraitance et surtout je travaille avec une aide-soignante avec laquelle il y a toujours un décès. Un jour, il s'avère que cette aide-soignante-là utilise le chlorure de potassium comme du sérum physiologique, comme si c'est un pansement. Enfin. Et les patients qui décédaient très rapidement dans ce service étaient des gens qui étaient adressés par les urgences et qui arrivaient dans notre service. Et ils étaient techniqués en fait, ils avaient un cathéter qui était déjà mis en place. Donc c'est très facile de préparer une petite seringue de chlorure de potassium, mais il faut savoir que 1 gramme de chlorure de potassium injecté en intraveineux direct, c'est un arrêt cardiaque. J'ai pas de preuves, j'ai pas de témoins, mais j'ai quand même un décès sur les bras. Et à chaque jour de travailler avec elle, j'avais toujours un décès sur les bras. Et donc moi, j'en parle autour de moi, mes collègues ont le même ressenti, mais personne ne sait quoi faire en fait. J'en parle dans ma famille, je viens d'un milieu médical, on me dit prends ton courage à deux mains, parle-en à la cadre de santé. Ce que je fais, je vais rencontrer ma cadre de santé le 31 octobre 2013, au mois de juin 2013, et je lui fais part de ça. Et la réaction de ma cadre, ça sera le 31 octobre 2013, elle m'enfermera dans son bureau, et elle va me tabasser, je vais ressortir avec des hématomes, je vais être traînée dans la boue,
Et je vais être arrêtée pendant 3 mois, je vais avoir de la rééducation, enfin, limite s'il ne fallait pas m'opérer l'épaule, mais démontrer une épaule carrément. Ça sera constaté par la médecine du travail. J'ai pris des photos. On accusera mon mari, ça sera mon mari qui sera devenu le responsable des hématomes en fait. Et suite à ça, on me conseille de déposer une plainte. Je dépose ma plainte et à partir de ce moment-là, je vais vivre l'enfer dans ce service. L'enfer. Ils vont me dégrader mes conditions de travail, ils vont me changer de service, me traîner dans la boue, me faire repasser mon DE. Ils vont me mettre avec des jeunes à peine diplômés qui font que des bêtises. Dès qu'il y a un problème, c'est moi. Mes collègues, je n'en ai plus. Je suis devenue une serpillière où tout le monde a essayé de tirer profit de la situation. Et comme je résiste, je dépose une plainte au niveau tribunal administratif, plainte en correctionnel. Ma plainte sera éteinte, on va me demander des consignations hors de prix. Au tribunal administratif, on va reconnaître à demi-mot, mais on va quand même me sanctionner. Il faudra que je fasse des appels, il faudra que j'aille à la cour d'appel de Bordeaux. On va me demander des pénalités parce qu'on va me dire procédure abusive, même si on reconnaît que les faits. Et comme je résiste toujours, on va monter derrière mon dos un dossier d'incompétence. Et donc, on va me changer de service tous les mois, des faux témoignages en fait, et qui seront tous démontés. Et parce qu'en fait, depuis 2007, en fait, grâce à M. Sarkozy, qui est heureusement en prison, Pas pour longtemps. et donc il a fait voter une loi dans la fonction publique, tout personnel incompétent peut être licencié. Voilà. Et donc, on va sauter sur l'occasion. Je ne pas. Je ne suis pas la seule. Il y a des médecins, il y a tous les gens indésirables vont être licenciés sur ce mode-là. Et donc, du coup, avec mon avocate, il pensait se débarrasser de moi en 2018, enfin, début 2018, il pensait se débarrasser comme moi comme une vieille chaussette. Avec mon avocate, on demande un conseil de discipline pour pouvoir encore avoir une chance de pouvoir se faire entendre. Et à ce conseil de discipline, je ne rencontrerai pas la partie adverse. Donc la partie adverse ira dans le sens de la direction. Elle ne viendra jamais me rencontrer pour entendre ma version, bien au contraire. Et donc, ce conseil de discipline, ça va être une véritable mascarade. Mon avocat parle, eux, la personne qui représente la direction va s'amuser avec leur portable, leur téléphone portable, ils vont rire, jacasser, ils n'en ont rien à faire de ce que raconte mon avocate. Et je vais être licenciée sur cette base-là. Donc, je suis licenciée début décembre, fin de janvier 2018. Entre-temps, j'ai la chance de rentrer à l'école d'IBOD. Je réussis mon concours d'infirmière de bloc opératoire. Je commence ma formation à l'école d'IBOD, à Montpellier. Malheureusement, arrive le Covid. Donc, comme tous les soignants, on a connu les mêmes problèmes. Donc, j'arrive à survivre à tout ça. Et l'année dernière, malheureusement, on me trouve un cancer. Et mon cancer, ça... Voilà. Et je suis traitée pour mon cancer. Voilà. Ouais, c'est d'être le meilleur de France. Hein. Vous imaginez ce que ça doit être les autres hôpitaux. Mais bravo pour ta force. Ils sont prêts à tout, mais prêts à tout. Vous n'existez plus, vous n'êtes plus qu'une serpillière. Et puis ils vont tirer profit. Grâce à moi, j'ai fait avancer des carrières. Moi, j'ai perdu la mienne, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu beaucoup de choses. Certains faux témoignages, ça a été la carotte en fait pour... Alors que cette aide-soignante, ce qu'elle faisait, c'est extrêmement grave. Oui, c'est des glissements de tâches en plus, c'est glissement de tâches. Ouais. Elle n'a jamais été mise en... je ne peux pas l'accuser, mais il y a quand même des décès. Ouais, je l'ai vu avec du potassium. On peut pas le prouver. Je l'ai vu, mes collègues avaient les mêmes... Mais on n'était pas là au moment des faits. Elle faisait ses coups en douce, donc on ne peut pas savoir. Elle n'a pas le droit d'injecter ce que ce soit. Et puis surtout, elle n'a pas le droit de toucher à tout ce qui est infirmier. Et donc là, je suis en conversion professionnelle l'année dernière, parce qu'il y a une suite à tout ça. Et je fais une formation de coiffeuse, parce que je voulais rester dans le soin, mais plus être dans le soin curatif, en fait. Et malheureusement, j'ai ce cancer qui me tombe dessus, mais mon désir, c'est de continuer à me battre, parce que bon, on n'est pas mourant quand on a un cancer, on vit de la preuve. Malgré les traitements, malgré la lourdeur des traitements, on arrive à vivre. Et donc, je suis exclue de la formation parce que j'ai un cancer. Et cette petite jeune de 24 ans qui me donne des cours, elle va faire des faux témoignages, parce que c'est très toulousain, enfin c'est très occitanique, de faire des faux témoignages derrière le dos des gens. On écrit beaucoup derrière le dos des gens, hein. On écrit n'importe quoi, mais c'est valable. Hein. Et donc cette petite jeune va faire des faux témoignages que je vais récupérer par le biais de Pôle emploi, par l'Éducation nationale et par la Ligue contre le cancer. Elle avait diffusé tout ça à tout le monde. Et elle va déposer une plainte contre moi. Je vais me retrouver harcelée par la gendarmerie à côté de mon domicile. Je vais avoir une garde à vue de 4 heures parce qu'elle va déposer une plainte contre moi pour harcèlement moral et diffamation. Parce que je lui aurais dit lors d'un cours, quand elle m'a exclu du cours, qu'elle était inhumaine et très jeune. Et d'après le gendarme, ça s'appelle de la diffamation. Et du coup, moi entre-temps, j'ai déposé une plainte contre elle quand j'ai eu accès à tous les faux témoignages.
Elle a déposé plainte le 3 juillet 2024. Moi, j'ai déposé plainte le 20 juillet 2024. Sa plainte a été entendue. J'ai été embêtée par les gendarmes. J'ai eu 4 heures de garde à vue. 4 heures. Maltraitée. Parce qu'il faut voir, les gendarmes, c'est pas... Je suis désolée, c'est vraiment pas des gens très intelligents. Hein. Plutôt des gens plutôt idiots. Et malheureusement, hein, de ce que j'ai vu, moi, dans cette gendarmerie. Et elle va... et donc, ma plainte n'est toujours pas entendue. Moi, je vais être embêtée pendant les fêtes de fin d'année avec menace de venir me chercher de force, de garde à vue. Il faudra l'intervention de l'oncopole, de mon oncologue, d'une association pour qu'on me fiche la paix pendant 7 jours. Alors, je suis sous radiothérapie, sous chimio, et le gendarme n'en a rien à faire. Et il m'a dit au texto, au téléphone, sa maladie, j'en ai rien à foutre. Donc, il faut qu'elle vienne. Donc, en fait, sinon, on va la chercher et ce sera la garde à vue. Pour avoir malheureusement lui dit encore qu'elle était inhumaine et très jeune. Je ne vois pas où est le problème, mais bon... Moi aussi, j'ai été entendu. Pendant aussi une matinée. Ah non, mais c'est... Et puis en là, qualité de témoin. Depuis janvier, nous sommes embêtés par les impôts. Nous avons un redressement fiscal. Ils remettent en question tous mes frais professionnels, mes frais de déplacement, mes frais de formation. Et ils nous demandent 15 000 euros d'impôts à donner là, pour la semaine prochaine. Et qu'on n'a pas, évidemment. Voilà. Et donc, du coup, on a été obligé de faire appel à un avocat fiscaliste, reparti dans la justice, reparti dans tous ces méandres. Voilà ce que nous a offert la France de Macron. Elle va s'écrouler, là. Elle est toujours en place. Oh oui. Ah, elle est toujours en place, ouais, toujours en place, oui, je pense. Hein. En tout cas, moi, j'étais... Ah, je pense qu'elle continue, ouais. Et quand on lui demandait, c'est quoi ton travail en tant qu'aide-soignante? Ah, ben, mon travail, c'est de faire des pansements, c'est de poser des perfusions, c'est le travail de l'infirmière. Je me disais, mais t'es sûr que c'est parce qu'il n'y a pas un glissement de tâche, là? Ben non. Une femme qui avait fait ça sur le tas, qui n'était pas toute jeune, qui vivait très mal son statut d'aide-soignante et Voilà, et il suffit que vous ayez une cadre qui, et que vous vous retrouvez isolé, ça y est, vous êtes la bête à éliminer. Et parmi les témoignages qui a valu son licenciement, il y avait une personne, et ça on a su après. Une famille qui ne me connaissait pas, une famille qui ne m'a même pas connue, qui était à écrire parce on lui avait dit que j'étais quelqu'un de très dangereux, qu'il fallait m'éliminer. Et donc cette femme qui travaille à la caisse d'allocation familiale de Toulouse, a écrit des insanités sur mon compte, à la demande. Et elle a fait un contre-témoignage. Et bien la justice n'a pas voulu entendre. J'ai été jugée à charge et pas à décharge. Alors on a été aidé, on avait une avocate évidemment. Une avocate, de la protection juridique. Moi, la protection juridique, j'aurais pas eu de protection juridique, je partais et j'évitais tout ça en fait. La protection juridique, l'avocate en fait, elle a gagné 30 000 euros sur mon compte parce qu'il a fallu de donner par la protection juridique plus que moi ce que j'ai donné de ma poche. Et elle m'a défendu zéro. Elle me disait mais l'hôpital il paye plus. Mais c'est normal, c'est de l'argent public. C'est l'argent public, c'est sûr que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. Mais bon, après, il n'y en a plus les moyens. Et puis après, trouver un autre avocat. On a voulu, c'est trouver un avocat. C'est pas facile de trouver des avocats. Dans Toulouse, c'est comme gêné. Ouais, c'est pourri, c'est pourri. À tous les niveaux, c'est une vie complètement... Et là, j'ai une copine qui vient de faire l'école d'infirmière. Elle a fait son école d'infirmière, elle a 60 ans quand elle fait son école d'infirmière. Donc il y a de ça, il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Et donc, elle réussit son concours. Ils ont ouvert une école à l'Union, la clinique de l'Union. Donc, elle réussit son concours là. Mais on ne veut pas la prendre parce qu'à l'époque, c'est le début de la guerre de l'Ukraine. Et on préfère prendre 2 Ukrainiens qui viennent d'Ukraine. Et ils sont prioritaires. Ils ont eu la chance de faire leur école d'infirmière. Donc, elle est obligée de partir faire sa première année en Belgique. Elle part à 60 ans faire sa première année en Belgique. Et elle va revenir, c'est compliqué, c'est très dur, mais elle valide sa première année. Et sa deuxième année, donc elle pense avoir de la chance à la faisant en France, à Toulouse. Et on lui dit non, non, madame, vous êtes trop vieille. On n'a pas besoin de gens comme vous. Et donc elle va refaire sa deuxième année par le biais de Erasmus en Autriche. Donc elle valide sa deuxième année en Autriche. Et elle a la chance, là, sa troisième année, elle peut la faire en France, mais après moult combats. Et là, elle devait valider un stage pour avoir son diplôme. Il y a un cadre de santé en cardio de... Écoutez, madame, vous êtes trop vieille, vous ne méritez pas votre diplôme, je vais tout faire pour que vous ne l'ayez pas. Et là, elle n'a pas son diplôme, elle est obligée d'aller devant les tribunaux pour faire valoir ses droits. Voilà. Et après, il manque des soignants, on est prêt à prendre des gens qui ont été aides-soignants, qui sont dispensés de la première année d'école d'infirmière. On ouvre les portes, on fait n'importe quoi, et puis des gens qui sont motivés, on les démolit. Et encore, moi j'ai beaucoup de chance. Hein. On a très peu entendu parler des morts du... Il y en a eu une flopée. Hein,
eu 3. Celui en cardio intervention. Ça fait 10 lignes sur la dépêche. Ouais. L'aide-soignante, une mère de famille de 3 enfants, qu'on retrouve son corps, on retrouve au pied du vestiaire. Et ben, le syndicat va dire elle s'est suicidée parce qu'elle avait les moyens de le faire au CHU, sinon elle l'aurait jamais fait. Parce qu'il y avait les produits. Parce qu'il y avait ce qu'il fallait le faire en fait. Et là, l'été dernier, il y a un jeune interne qui s'est de nouveau donné la mort aussi au CHU Toulouse. On peut faire tout. Il faudrait demander au CHU tous les morts qu'il y a dans cet établissement. Sur le lieu de travail, je parle. Je ne vous dis pas ceux qui sont morts à l'extérieur, qui sont morts à cause du CHU, mais chez eux. Et le profil des personnes qui sont décédées par un des gens, les patients. Le profil des patients qui sont décédés. Ben, c'était des patients. Moi, le dernier décès que j'ai avec cette aide-soignante, c'est une dame de 70 ans que je reçois 2 jours avant, qui va bien, qui vient juste faire un check-up. La fille me fait la relève, je suis de nuit, elle me fait la relève, elle me dit tout va bien, tout ça. Et comme on ne travaillait pas ensemble, on aurait dû travailler en binôme. Elle travaille de son côté, moi de mon côté. Et elle vient me dire avec un grand sourire aux lèvres, vient me dire, ben, il y a encore un décès. Et je dis qui? Et je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je demande à cet interne, est-ce qu'on peut faire une autopsie? Et l'interne me dit, mais arrête avec tes délires d'autopsie, arrête avec tes délires. Et en fait, il n'y aura jamais d'autopsie, la dame, on ne sait pas de quoi elle est morte. Mais elle avait un petit cathéter, elle avait son petit cathéter dans le bras. Et la famille, et ben les gens ne savent pas, on peut raconter ce qu'on veut en fait. On peut raconter n'importe quoi, faire... Oui, bah, de toute façon, on meurt tous d'un arrêt cardiaque, hein. On meurt tous d'un arrêt cardiaque. Ouais. Il faut savoir qu'en gériatrie, on accueille à partir de 58 ans, jusqu'à des âges très élevés après. Même si c'est des cours séjour, même si c'est des cours des services de médecine, vous n'êtes pas obligé d'être très, très âgé pour être dans les services comme ça. Donc à 58 ans, vous pouvez être quelqu'un de bien. Sur le plan somatique, hein, je parle. Voilà. Cardio-gériatrie, mais c'est tout le CHU, hein, c'est tout le CHU qui va très mal. Hein. Le problème de l'hôpital, c'est le problème de l'encadrement. C'est l'encadrement qui pose problème dans l'éducation nationale. Parce que malheureusement, j'ai mon frère, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, Jean, qui était prof de physique-chimie au lycée de l'Arc à Orange. C'était mon frère en fait. Et il s'est donné la mort sur son lieu de travail après avoir défendu un de ses collègues. Il a été traîné dans la boue. Il a vécu la même chose que moi, j'ai vécu. Sauf que moi, j'ai de la chance, je suis vivante. Et lui, malheureusement, il a perdu la vie. Papa de 2 enfants, son fils passait son bac dans le lycée. Et là, aux dernières nouvelles que nous avons eues de l'éducation nationale, ils ont reconnu son suicide comme un accident du travail. Mais bon, ça ne le fera pas revenir. Merci. Je parle un peu vite, désolée, j'ai pas l'habitude de parler en vite. Merci de votre témoignage. Donc bonjour à tous. Donc pour commencer, je voulais remercier Céline avec Action 200 pour ce pèlerinage. Je pense à un grand moment de fraternité et je pense qu'on est tous ici là pour la justice et la vérité de toute façon. Pourquoi je suis ici? Tant qu'à faire, je vais le dire. J'ai rencontré pour la première fois Élodie, qui est ici, que vous connaissez tous, Élodie Cazoviel, donc à Castres, pendant l'université d'été rassemblantes. Donc je pense que certains ont eu écho de cet événement, qui réunissait beaucoup de résistants. Et elle m'a invitée à venir faire ce pèlerinage. Donc je me suis empressée de dire oui. Voilà. Et mon chemin de vie, en fait, me conduit ici. C'est assez simple. Parce que quand on est victime, donc blessé par les injections, c'est une épreuve terrible pour le corps et l'esprit. Donc toutes les aides sont explorées. Parce qu'on vit des choses très très compliquées au quotidien. Et on a vraiment besoin de garder espoir. C'est-à-dire de continuer à croire aux vivants, à croire en l'humanité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de poursuivre vers la vérité et la justice. Donc je pense que nous allons tous prier, tous à notre manière, évidemment, pour toutes les victimes donc de la période Covid, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. On peut penser donc à tous ces jeunes et moins jeunes, donc qui sont décédés suite aux injections, et également donc à toutes les personnes qui sont gravement handicapées suite aux différentes doses qu'elles ont reçues. Donc je vais poursuivre en parlant de moi,
un témoignage parmi tant d'autres, parce qu'il y en a énormément. Hein. On est très très nombreux à être touchés. Donc moi je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans, je vis dans les Vosges, j'ai un enfant de 5 ans, je suis pacsée. Et je suis donc membre de Avictime. Donc c'est une association que certains connaissent, je pense ici. Donc Avictime, c'est une association qui regroupe donc des victimes des injections Covid, mais également des victimes du Covid long. Donc Covid long en post-infection. Donc cette association, elle regroupe pas loin de 900 adhérents à l'heure actuelle. Voilà, qui viennent donc aussi bien de France métropolitaine que des dom-toms. Et donc, dans cette association, on a beaucoup de maladies de Charcot. Je crois qu'on n'est pas loin de 40 adhérents qui sont touchés par cette maladie. Et des gens jeunes. Donc, c'est la sonnette d'alarme. Ensuite, donc, je suis aussi adhérente à On a une autre dose. Donc, c'est une association donc Alsace-Moselle, donc une association en Alsace. Et on a une autre dose, donc là, ils sont là donc, pour toutes les victimes de la période Covid. Donc là, ça concerne aussi bien les victimes des injections, mais également donc, les personnels soignants et assimilés qui ont été obligés de se faire injecter, donc la loi du 5 août 2021, et également les personnels suspendus. Voilà, donc cette association, elle est aussi dans la reconnaissance donc, des différentes victimes. Et à partir du moment où les personnes ont eu un préjudice, qu'il soit moral, financier, voilà, donc l'association peut nous aider. Et puis vous avez remarqué également VIAC 19. Donc VIAC 19, donc il y a les portraits. Donc les portraits de Dominique Bodino, donc il s'occupe de ce gros travail. Hein. Il en a fait énormément. Je crois qu'on est pas loin de 250 portraits hein, maintenant. Donc il y a des portraits des personnes qui sont décédées, malheureusement après les injections. Et il y a également des portraits de personnes qui sont touchées par des maladies graves et handicapées. Donc voilà, je vais continuer avec donc mon histoire. Donc moi j'ai été injectée 2 fois. Donc ça a commencé en juin 2021. Ensuite j'ai été injectée en août 2021 avec Pfizer, donc au vaccinodrome. Hein. Ça veut dire sans service après-vente, hein, vous l'aurez bien compris. Je travaillais dans le médico-social. Dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Je ne me voyais pas trop arrêter mon métier, clairement. Mais en même temps, j'avais beaucoup de doutes. Je trouvais que c'était des injections qui étaient faites très rapidement. Et je ne faisais pas partie des personnes à risque. Donc pour moi, ce n'était pas une nécessité de le faire. Mais finalement, j'y suis allée. À reculons, mais j'y suis allée. Et lors des 2 injections, donc j'ai subi des symptômes et des douleurs intenses. Je n'avais jamais connu ça. Ça a commencé avec une douleur au point d'injection, puis après des brûlures dans tout le corps. Et pour vous donner une image, comme Jeanne d'Arc sur le bûcher. Voilà, le corps qui brûle à l'intérieur. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Donc c'est ajouté des insomnies, et j'ai eu aussi des palpitations, des essoufflements, des troubles digestifs, des vertiges, des maux de tête intenses. Et tout ça, ça s'est poursuivi pendant un certain temps, et j'ai encore une bonne partie de ces symptômes qui sont encore présents aujourd'hui. Donc ça fait 4 ans. Donc j'étais sportive, donc à un moment donné, bon bah voilà, ça faisait plusieurs mois, et je comprenais pas parce que je n'arrivais pas à poursuivre mes entraînements. Comme à l'habitude, j'avais des douleurs musculaires, j'avais de l'épuisement qui s'intensifiait au fur et à mesure du temps. Et je voyais aussi mon immunité qui était complètement affaiblie. Donc j'attrapais des gastro, j'attrapais un peu tout, alors qu'avant j'étais jamais en arrêt de travail. Quasiment jamais. Et puis ben, il arrive que c'était un pass sanitaire donc pour travailler. Donc quand vous aviez passé le délai de 6 mois, ben, il fallait recommencer à se faire injecter. Donc je devais faire ma 3e dose en février 2022. Et j'ai cherché une solution en fait. Je suis allée voir un médecin pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que je voyais bien que mon état de santé se dégradait de plus en plus. J'étais impactée au niveau du travail. Je commençais vraiment à avoir des difficultés sur mon travail. Et ben, la médecine ne pouvait pas m'aider. Donc j'avais 2 solutions. Soit ben, j'arrêtais tout et j'étais suspendue dans mon travail.
soit ben, j'ai attrapé le Covid. Et en fait, j'ai attrapé 3 jours après. Donc ça m'a permis de poursuivre mon pass sanitaire sans avoir besoin de faire cette 3e dose. Et je pense au fond de moi que si j'avais fait cette 3e dose, ben, je serais certainement peut-être voilà, avec eux, effectivement. Donc il s'en est suivi une dégradation qui a continué puisque l'infection m'a encore aggravée. Donc j'ai continué à me dégrader. Pour vous dire, j'étais tout le temps épuisée, donc j'allais encore au travail à ce moment-là, mais je me couchais à 7h30 le soir et j'arrivais pas à manger. Il se passait 3-4 heures et après seulement j'arrivais à manger et c'était comme ça. Et en même temps on disait, bon bah les Covid longs, ça prend des fois un petit peu de temps. Il y a des personnes qui au bout de 6 mois se remettent seulement. Donc moi je me suis quand même dit, il y a un problème et j'ai eu un moment où j'étais vraiment très très mal. Donc j'avais des essoufflements, j'arrivais plus à rien faire, j'avais le cœur qui tapait, tout ça. Et j'ai fini par consulter mon médecin, parce que j'avais aussi des problèmes de nystagmus. J'avais vraiment des difficultés à fixer, donc c'était tout un ensemble qui ne fonctionnait plus. Et le médecin, en fait, m'a envoyé directement aux urgences pour suspicion d'AVC. Donc à ce moment-là, je ne vous dirai pas, j'ai été très bien traitée. Ils m'ont pris pour une hystérique, hein, clairement. Parce que j'avais des problèmes de parole, j'avais des gros problèmes d'élocution, j'avais des vertiges qui passaient pas et je pouvais pas me tenir debout. Ils voulaient me ramener chez moi, enfin en tout cas me faire rentrer chez moi. Mais voilà, donc j'ai eu le droit à des anxiolytiques qui m'ont vraiment amélioré, hein, évidemment. J'étais encore pire. Donc le médecin du lendemain matin a dit on va peut-être quand même lui faire un truc parce que là c'est pas tout à fait normal. Et il est ressorti finalement après une IRM cérébrale que j'étais dans les valeurs limites. C'est tout. Donc ils m'ont renvoyé chez moi. Puis ensuite, ben, c'était l'errance médicale, hein, comme beaucoup de victimes. Donc ça a duré quasiment 1 an. Et j'ai fini par, bon, avec toutes ces choses qu'on entend à chaque fois, hein, c'est dans votre tête. Voilà, comme on voit rien sur les examens, c'est pas, voilà, biologiquement il n'y a rien du tout. Bon bah voilà, c'est forcément dans votre tête. Donc allez voir un psychologue. Bon, vous n'arrivez plus à faire de sport, allez voir un kiné, vous allez faire de la rééducation à l'effort, tout va aller mieux, mais non, il n'y a rien qui va, ça ne s'améliore pas. Et du coup, ben, j'ai fini par consulter un médecin interniste sur Paris, après moult examens et différents rendez-vous. Et ben, ce médecin interniste m'a enfin diagnostiqué une maladie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est un nom un peu spécial, hein. Donc, donc post-injection Covid, il a bien noté dans son compte-rendu, et aggravé par l'infection Covid. Donc c'est une maladie neuro-immunitaire, donc qui est grave, invalidante, incurable, et qui touche à l'heure actuelle à peu près 1 million de personnes en France, mais elle n'est pas reconnue. Et pour vous dire, bah, par rapport aux différents portraits donc, de VIAC-19, j'ai comptabilisé à peu près 30 personnes qui ont leur portrait qui sont touchées par cette maladie. Sachant qu'il y a quelques médecins internistes en France qui sont en capacité de la diagnostiquer. Donc ça veut dire que dans la nature, il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas de diagnostic. Et voilà, qu'on considère Covid long et qui n'ont pas forcément une prise en charge adaptée. Donc on m'a aussi diagnostiqué un syndrome d'activation mastocytaire. Donc les mastocytes sont des cellules immunitaires qui, dans le cadre du syndrome d'activation mastocytaire, vont réagir très rapidement par rapport à tout ce qu'il y a dans l'environnement. Donc ça peut être aussi bien, voilà, ça peut être les pollens, ça peut être plein de choses, la nourriture, enfin il y a énormément de choses. Et ça peut conduire donc à des réactions allergiques. Ça peut être des symptômes seulement allergiques qui sont très durs à vivre au quotidien, mais ça peut aussi aller jusqu'au choc anaphylactique, donc c'est-à-dire voire la mort, dans le pire des cas. Donc c'est une pathologie qui est aussi importante. Et on est très nombreux à être touchés par cette pathologie, en plus de l'encéphalomyélite myalgique chez les victimes à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, vous allez me demander, bah oui, mais est-ce que vous arrivez à travailler? Ben non, non, je suis incapable de travailler, donc je suis passée en invalidité catégorie 2, donc depuis le mois de juin. Et puis j'ai été donc licenciée de mon emploi, donc dans le médico-social. C'était un métier d'enseignante en activité physique adaptée. Je travaillais avec des enfants qui étaient déficients intellectuels et autistes.
Donc j'enseigne le sport, voilà. Et je faisais aussi du sport de mon côté, donc c'était ma vie, quoi. Le sport, c'était ma vie. Et donc voilà, après 17 ans d'exercice, on m'a dit, ben merci, au revoir. Voilà. Vous ne pouvez pas assurer votre poste, on a besoin de prendre quelqu'un d'autre, ce qui est légitime, hein, puisque ça faisait quasiment 3 ans que j'étais en arrêt de travail. C'est la procédure, on est d'accord. Mais là, on se sent quand même largement trahi, quoi. Parce que d'un côté, on a été, entre guillemets, un bon citoyen, même si on n'avait pas, voilà, on avait des doutes. On fait les injections, puis finalement, on vous vire quelques années après parce que vous êtes handicapé à cause de ces injections qu'on vous a obligé à faire. Donc ça, c'est quand même le point qui est le plus difficile à digérer. Donc, et effectivement, le quotidien est compliqué, hein, il faut beaucoup s'organiser. Et j'ai été reconnue par la MDPH donc en taux d'incapacité entre 50 et 79%. Donc j'ai une assistante familiale 2 heures par semaine qui vient m'aider au linge et au ménage. Après, si je pouvais avoir plus, je pense que je le ferais, mais bon, c'est toujours pareil, hein, il faut aussi mettre la main à la poche. Et donc j'ai un fils de 5 ans, donc vous imaginez bien, pour m'en occuper, ben, je fais appel à mon entourage et j'ai la chance d'être bien entourée. Ça c'est vraiment très important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment dans des situations catastrophiques. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée et ça, c'est vraiment très important. Après, effectivement, on voit nos proches qui sont impuissants par rapport à ça et ça aussi, c'est compliqué parce que bah, eux non plus, ils n'ont rien demandé, hein. Mais ils souffrent d'une autre manière que nous, mais c'est quand même très compliqué, hein. Donc dernièrement, j'ai eu une remontée de la pharmacovigilance, puisque quand vous contactez Dominique Bodino, il vous envoie vers l'association Solidéclat, qui permet en fait de faire la déclaration pharmacovigilance. On va dire que c'est un petit peu la principale action que l'on peut faire par rapport à nos pathologies, c'est-à-dire remonter tous nos effets indésirables et nos pathologies, pour que la pharmacovigilance les analyse et dans la normalité les remonte à l'Agence nationale du médicament et que ça permette de mettre le signal, c'est-à-dire de dire stop là, il y a un problème, il faut que ce soit revu, il faut, etc. Donc à l'heure actuelle, je sais qu'on est quelques-uns à avoir des retours positifs de la pharmacovigilance, au moins, je dirais presque 30 sur les personnes qui ont fait leur portrait via Ac-19. Et donc moi j'ai eu ce rapport positif, donc dernièrement. Voilà, donc avec des scores très élevés, c'est-à-dire une imputabilité qui est là, qui est claire, quoi. Qui est clair. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande probabilité qu'il y ait un lien entre les pathologies que j'ai développées à l'heure actuelle et les injections que j'ai pu recevoir. Donc je pense bien fort à toutes les victimes. Je pense aussi également aux familles endeuillées, hein. Il ne faut pas les oublier. Puis je remercie toutes ces associations, les associations aussi qui nous entourent, parce qu'il y en a beaucoup, et heureusement que vous êtes là. Et c'est ce qu'il faut aussi que les victimes se disent, elles ne sont pas toutes seules, et qu'il ne faut surtout pas rester seul en fait. Il faut se rapprocher, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous tendre la main, même s'il y a une grande partie de la population qui fait encore l'autruche et compagnie, mais il y a aussi beaucoup de grands cœurs autour de nous. Et c'est important qu'on reste unis, surtout. Quelles que soient nos situations et nos expériences, on doit vraiment rester unis. C'est le plus important. Donc j'avais un mot, mais bon, après ici, je pense qu'on est du côté des résistants, mais pour les professionnels de santé en général, généralement, c'est des choses que vous avez déontologiquement, mais je vais le redire, ce mot, en fait, parce que ce qui m'indigne à l'heure actuelle, c'est qu'il y ait autant d'errance médicale et que ça se poursuive. Parce que là, on n'est plus en 2022 où on se rend compte qu'il y a un problème, hein, où on ne sait pas, c'est une nouvelle maladie, etc. Non, là, on est en 2025. Donc, on a quand même un petit peu de recul, ça commence à avancer. Non, donc, la maltraitance médicale, elle ne peut pas continuer. C'est pas possible. C'est plus possible, en fait. Et en fait, pour être présente sur des groupes de malades sur les réseaux sociaux, je ne vois encore que ça. Ça n'a pas changé, en fait. Et ça, c'est dramatique. Oui, c'est tout à fait global, comme les déserts médicaux, comme tout ce qui... Je vais terminer mon petit mot.
Donc j'ai donc un dernier petit mot à passer. Donc il est encore temps de réparer. Soit en lisant la lettre ouverte de Syndicat Liberté et Santé, hein, puisqu'il y a une lettre ouverte qui est très très bien faite. Hein, vous pouvez réfléchir, messieurs les professionnels de santé, mesdames également. On peut dire stop à ce produit délétère. On est en droit de le faire. Donc sinon, continuez à soigner aussi avec votre cœur, c'est l'essentiel. Activez votre curiosité scientifique. Rien n'est figé, tout est mouvant. Vous avez le droit de ne pas savoir, cela s'appelle l'humilité. Mais vous avez le devoir de bien traiter et de respecter vos patients. Cela s'appelle l'humanité. Donc restons unis pour la reconnaissance et la justice. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci pour ce beau et grand moment de rencontre. Alors moi, je passe après trois super nanas, trois sacrées dames. Attention à ce que je vais dire. Même si les garçons, en général, nous, on aime bien retrouver nos 15 ans, on aime bien bagarrer. Mais si on est sur une approche, souvent je dis LSD, lucide, serein, déterminé. Lucide parce que le niveau de connaissance augmente. Serein parce qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'il n'y paraît. Et dans le côté serein, je mets la présence des dames. Parce que j'ai jamais vu autant de dames présentes sur un terrain de bagarre, quoi. En général, les garçons aiment bien et on retrouve nos 15 ans et voilà. Alors que les dames, quand elles sont aussi nombreuses, aussi présentes, elles ont quand même une démarche que nous, on a moins, qui est la démarche pas de blabla des résultats. C'est-à-dire une approche organisationnelle et ça nous aide à mieux démarrer les choses et puis déterminer pour ce qui s'est passé pour les femmes enceintes, pour les anciens qui ont été abandonnés en EHPAD, je vous en parlais, les enfants, toutes les personnes injectées, toutes les personnes décédées ou pour qui ça va très très mal. Puis on est déterminé pour les générations à venir, quoi. On a une approche globalement. Est-ce qu'on peut être sur cette approche-là? Je l'ignore, en tout cas je l'espère. L'approche des non possumus, les tout premiers chrétiens à qui on a dit faites marche arrière et qui ont juste répondu mais enfin c'est exclu de faire marche arrière, juste c'est sorti de notre vocabulaire. Et à partir du moment où on est sur une démarche non possumus, où on y va à fond, il y a quelque chose d'intéressant aussi quand même, c'est que la peur, on la perd quelque part en chemin. Moi j'ai perdu ma peur en chemin, donc je ne sais pas dans quel fossé, c'est perdu. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas plus courageux ni quoi que ce soit, il y a des choses que j'appréhende, mais je maîtrise ce qui arrive, c'est-à-dire je calcule mon risque, et puis à un moment donné, quand il faut y aller, on y va. Alors mon histoire rapide, parce qu'après ce qui est intéressant, c'est de parler un petit peu sur la pharmacologie. Moi j'ai été suspendu 77 semaines, chiffre intéressant, je dis ça au hasard, mais bon c'est comme ça, on ne choisit pas. Et puis ça s'est financièrement mal passé, donc on est parti d'un salaire, faire vivre sa famille, etc. Zéro, mais comme tous les soignants suspendus. Et puis les petits travaux divers et variés, c'est-à-dire principalement vider des poubelles en usine, travailler à la chaîne, aller gratter des casseroles dans des restaurants, chercher de l'argent, et puis récupérer les 2/3. J'étais à 2000 net, je suis tombé à 0, j'ai réussi à remonter à 1003. Bon, et puis après, l'argent, ça part... Enfin, nous, notre vrai salaire, mais c'est la même chose pour vous, notre vrai salaire, c'est le sourire de nos enfants. Sinon, ça n'a pas de... Pourquoi gagner de l'argent, quoi? Sauf que quand vous remontez à 1003 puis qu'il vous en manque un tiers, ça se passe mal, hein, donc ça se passe mal, quoi. Et puis on a été sauvés quand même par le rosaire, hein. On ne le dira pas assez. Moi j'ai découvert la force du rosaire. On m'aurait dit il y a 8 ans, il y a 10 ans que je ferais mon chapelet, je vous dis franchement, j'aurais rigolé, je pensais que c'était un truc de grand-mère, voilà quoi. Sauf que non, juste pas du tout, quoi. C'est vraiment, c'est l'évidence qu'il faut découvrir, mais parfois on peut la découvrir qu'au fond du fossé, quoi, quand on dit mon Dieu, voilà. Et donc moi ça m'a permis de découvrir vraiment la présence réelle du Christ. J'étais déjà catholique, je faisais un petit peu une fois de temps en temps la catéchèse aux enfants. Je me pensais croyant, et en fait j'ai découvert qu'effectivement j'étais croyant, alors que maintenant je suis plus
sachant clairement. C'est-à-dire je sais que le Christ existe, que l'Esprit... Je sais où je suis au courant. Je sais qu'ils existent. Avant, j'y croyais. Maintenant, je sais. C'est beaucoup plus fort. Mais évidemment, on passe tous, et vous êtes tous passés par là, par des moments particulièrement difficiles, quoi. Donc, par la foi, par la certitude de l'Esprit Saint, on a été aidés, on a été sauvés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé quand même, pour un père, c'est extrêmement dur, c'est de faire la manche, c'est castrateur, c'est vraiment très dur de dire maintenant, il va falloir demander de l'aide. Et Caroline un jour m'a dit c'est plus possible, quoi. Là il faut aller demander de l'aide, quoi, parce que là on arrive au bout, quoi. Et on a été aidés, on a été sauvés, quoi, par des gens qui faisaient des dons dans des collectifs, et on a reçu de l'aide incroyable, quoi. On a été vraiment sauvés. Je pense, alors il y a le collectif Santé Mauche, le collectif Santé 44, Saint-Nazaire, le collectif de Saumur pour moi, il y a aussi Nantes, il y a aussi les Essentiels avec Jean-Louis des Essentiels. Évidemment, il y a eu aussi le livre d'Alexandra Orion-Caude qui sauve encore des gens régulièrement, et donc tous ces gens-là nous ont sauvés, quoi. Sauvés sur une approche bassement matérielle, mais nous on n'espérait plus du tout d'aide matérielle, quoi. Et en fin de compte, si c'est arrivé. Donc ça nous a remis en selle, et on est reparti. Sur la crise sanitaire, il y a eu un élément vraiment important à garder en tête, c'est ce qu'on a appelé le coup d'essai du Rivotril. Vous savez qu'on abandonnait les personnes âgées, les anciens, les enfermants, parce que tout le monde était devenu fou. Les gens regardent la télévision, les gens ont des télévisions, ils regardent la télévision. Donc forcément, ils sont hypnotisés. C'est bon, voilà. Nous, on lit des livres, alors c'est sûr qu'on a une approche différente, hein. Bon. C'est le prix à payer aussi de la connaissance et du savoir, hein. C'est de passer pour des farfelus à chaque fois. Les gens ont été abandonnés dans les EHPAD, et ensuite ils sont passés très rapidement. Il y a eu un décret le 28 mars 2020 sur l'utilisation du Rivotril, qui est un benzodiazépine, tout simplement parce que les Anglais, les Américains, les Anglo-Saxons avaient récupéré le midazolam. Et comme il n'y avait plus de midazolam, qui est un médicament qui permet de sédater, de faire dormir les gens, quand on va au bloc opératoire, si on doit se faire opérer, il y a plusieurs molécules qui sont utilisées pour endormir la personne et que le chirurgien puisse travailler, mais une des premières molécules qu'on utilise, c'est le midazolam. Sauf que le midazolam, il doit être utilisé dans les règles de l'art, il doit être utilisé au bloc opératoire, en anesthésie et réanimation, et c'est tout. Et les Anglais, eux, se sont dit, on va utiliser à fond le midazolam. Du coup, nous, en France, il n'y en avait plus, donc on a utilisé à la place du Rivotril. Et déjà, ça posait problème d'utiliser un médicament qui est hyper dangereux chez les gens qui ont une insuffisance respiratoire. C'est écrit sur la boîte du médicament. On n'utilise pas de Rivotril chez des insuffisants respiratoires. Et eux, ils font un décret, ils balancent ça. Donc moi, ça a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille. Je me dis, c'est quand même bizarre. Mais mars 2020, on est encore un peu au début. On ne sait pas trop si c'est vraiment la peste noire qui va arriver. Tout le monde se pose encore des questions. On a déjà eu le coup avec le H1N1, donc on voit venir le truc de loin, mais bon, voilà, quoi. Et puis il se passe des choses étranges sur le fait que ça explose à certains endroits, mais pas à d'autres. Et puis, courant 2020, disparition de la grippe, quand même. Faut pas l'oublier. Disparition de la grippe. Ça. Comment ? Pourquoi plus de midazolam d'un coup ? Alors, plus de midazolam d'un coup, parce qu'il y a... Enfin, je vais développer. Mais il y a un ensemble de pièces de puzzle un peu maléfiques qui se mettent en place. Et nous, à ce moment-là, on les percute pas plus que ça. On en voit arriver certaines. Et il faut un certain temps pour que tout se mette bien raccord. Là, actuellement, il y a un projet de loi qui part qui s'appelle donc aide à mourir pour retirer le mot euthanasie, qui est le 661. 661 quand même. Avec également un projet de loi sur les soins palliatifs qui est le 662. Je dis ça, je dis rien, c'est pas de ma faute. C'est les projets de loi qui sont actuellement en cours qui sont relancés par Gérard Larcher au Sénat. Gérard Larcher qui vient d'aller faire un petit tour au Vatican il y a quelques jours, histoire d'essayer de trouver deux, trois choses à grignoter au passage, en plus. Et donc, les gens qui ont lancé ce projet de loi euthanasie, parmi eux, il y a un député qui s'appelle le député Falorni. Et il se trouve qu'on a retrouvé dans nos travaux de recherche avec Valérie Ferrier, une amie avec qui je travaille beaucoup depuis 1 an et demi, on a retrouvé un PDF, le PDF perdu du fin fond de l'Assemblée nationale,
que l'on a mis en ligne et qu'on a donné à tout le monde, qui était la question de Olivier Falorni, le député qui lance le projet de loi euthanasie à chaque fois. En octobre 2020, personne ne parle de vaccin encore à ce moment-là. En octobre 2020, ce député demande au ministre de la Santé, est-ce que les stocks de midazolam et de Rivotril sont bons? Est-ce qu'on a ce qu'il faut en octobre 2020? Parce qu'en mars de la même année, on a eu des problèmes de stock. C'est pour ça qu'on a utilisé du Rivotril. Je ne sais pas, moi, pour moi, un député, il se débrouille, il travaille sur l'éducation, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui vient nous emmerder en octobre 2020 pour savoir si les stocks de Rivotril sont bons? Et ça, c'est un PDF avec la réponse du ministre de la Santé de l'époque. Et quand on relie cette pièce de puzzle à ce type, eh bien, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le Rivotril dans les EHPAD était véritablement un coup d'essai, non pas sur la molécule, est-ce que ça va tuer des personnes âgées, c'était un coup d'essai sur comment vont réagir les équipes et est-ce que les familles vont comprendre qu'il s'agit véritablement, je vous le dis face caméra sans floutage, il s'agit véritablement d'assassinat au premier degré, quoi. Est-ce que les gens vont comprendre qu'on a assassiné leur personne âgée? C'est aussi simple que ça. Donc évidemment, tout a été recouvert parce que c'était soi-disant la peste noire qui allait arriver. Il s'est rien passé du tout de ce côté-là. Et on a été beaucoup plus enclin à attaquer les traitements ambulatoires précoces, les TAP, dire qu'il n'y avait aucun traitement, et puis ensuite à enchaîner directement sur le vaccin. Moi, entre-temps, lorsque j'étais suspendu, il se passe que j'avais une opportunité assez incroyable. C'est qu'en plus d'être dans le soin depuis 91 et être un vieil infirmier, j'étais aussi formateur en EHPAD. Et je ne pouvais pas aller travailler en tant qu'infirmier dans un EHPAD ou dans une clinique. Par contre, en tant que formateur, je pouvais rentrer dans n'importe quel EHPAD, n'importe quelle clinique, pour former des équipes d'infirmières, d'aides-soignantes dans leur service. Mais avec zéro passe, rien du tout, quoi. Ça, c'était la loi du 5 août 2021. Et un jour, je forme une équipe à Saint-Nazaire de soins infirmiers à domicile et j'entends une directrice de soins infirmiers à domicile qui me dit « Ah oui, les ARS ont demandé à ce que les soins infirmiers à domicile fusionnent avec les EHPAD sous 5 ans, que ça devienne les mêmes établissements. » À ce moment-là, personne ne parle encore du projet de loi euthanasie. Mais moi, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Tout simplement, l'idée, c'est que les gens qui sont en fin de vie à domicile, parce que c'est quand même compliqué, bon, nous, c'est un peu notre métier, mais pour les familles, c'est toujours difficile d'accompagner le grand-père, la grand-mère qui va partir, etc. Il y a des situations où il y a des gens dans la famille qui paniquent, qui rappellent un médecin traitant, l'ancien va être envoyé aux urgences sur un brancard, et c'est n'importe quoi. Il faut laisser les gens mourir chez eux quand l'heure est arrivée, etc. En faisant évidemment le maximum, tout en évitant l'obstination déraisonnable. Hein, l'acharnement, c'est une erreur, on est bien d'accord là-dessus. Quand la personne doit partir, elle part. Mais nous, les soignants, on sait que c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir un patient qui décède quand on sait qu'on a fait le maximum pour lui, quand on a fait un bon boulot et qu'il faut à un moment donné s'arrêter, se calmer, laisser la personne partir et attaquer les douleurs. Eh bien, la personne s'en va et ça va. Et si on a mal fait notre travail, on le sait. On le sait entre nous. On le sait à la machine à café. Et tous ces gens-là, on les embarque là-dedans. On les embarque dans nos souvenirs. On ne peut pas s'en débarrasser. On a des visages, des noms qui reviennent tout le temps. C'est comme ça. Par contre, il y en a plein d'autres qui sont décédés, comme ça devait se passer. Et hop, ça nous permet de passer au suivant, d'aller faire le prochain, quoi. Et donc là, on savait que tout était faux. Et moi, je visualisais bien qu'au niveau des SIAD, s'ils fusionnaient avec les EHPAD, eh bien, c'est qu'il allait y avoir petit à petit un transfert pour les fins de vie des gens, que ça ne se fasse pas à la maison, mais que ça se fasse dans un EHPAD. Et puis j'ai découvert dans un grand groupe privé qu'il y a des EHPAD qui, depuis déjà 7-8 ans, ont intégré à l'intérieur de l'EHPAD des services de pompes funèbres. Sauf que ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a un TO dans les gros EHPAD. Un TO, c'est le taux d'occupation. Plus il y a de gens qui tournent dans le lit, plus il y a de monde dans l'EHPAD, plus le taux d'occupation est élevé, plus l'EHPAD est rentable. Je parle pour ceux qui sont classés dans des grands groupes privés. C'est différent dans les petits EHPAD communaux et dans les EHPAD de type associatif. Mais il y a un business de la mort sur cette approche de gestion de flux. À partir du moment où on connaît la date et l'heure du décès de quelqu'un, on bascule dans un monde qui s'appelle la gestion de flux.
Et il y a deux choses qui doivent être strictement ignorées des êtres humains depuis toujours et pour toujours. C'est l'heure de la naissance d'un bébé, qu'on foute la paix à ce bébé, à cette femme enceinte. Le bébé sortira, quand il sortira, il sera 2 h du matin, ce ne sera pas prévu, ça sera le bazar, ça s'appelle la vie, et c'est génial. Donc on doit ignorer. Et l'heure et la date du décès de quelqu'un, sinon on bascule dans la gestion de flux. Et il y a des gens qui sont prêts à ça. Donc le type, le Olivier Falorni, est revenu avec ses projets de loi soins palliatifs et euthanasie. Ils ont retiré le mot euthanasie, ils l'ont appelé aide à mourir. Pourquoi? Parce qu'en grec, euthanasie, ça veut dire mort douce. Et c'est déjà un mensonge. Depuis la loi Claes-Leonetti 2016, mais même avant, on utilise des médicaments pour mettre les gens en sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire que la loi disait, bon, bah, si la personne elle est dans des douleurs horribles, qu'on n'arrive pas à calmer, c'est 0,01% de la population. Quasiment toutes les douleurs horribles, justement. On arrive à les casser à condition d'avoir du matériel, du monde, de faire ce qu'il faut. Donc si la personne est dans des douleurs horribles, si en plus elle est rendue au bout de sa vie dans ce qu'on appelle une phase agonique, et rien que là, phase agonique, hein, je regarde mes collègues soignantes, on a tous vu plein de gens en train de mourir en se disant là c'est la dernière nuit, quoi, voilà. Et 6 mois plus tard, ils étaient encore vivants. Donc le coup de la phase agonique, très compliqué. Mais bon, en imaginant douleur incommensurable, plus phase agonique, plus accord de la personne, sa demande, on pouvait les mettre en sédation, c'est-à-dire juste les faire dormir. Et à partir du moment où ça s'est sorti, ça a été déjà une boîte de Pandore ouverte en 2016, qui était utilisée moyen comme ça, et qui a vraiment commencé à exploser encore plus dans le n'importe quoi, à partir du patient que moi j'appelle le numéro 1, mais en fait c'était pas du tout le numéro 1, c'est Vincent Lambert. Vincent Lambert, juillet 2019, décret Rivotril, 28 mars 2020, 9 mois plus tard. On oublie que Vincent Lambert, en fait, c'est celui qui a permis à la ministre de la Santé de l'époque de dire non, j'ai protégé les équipes. Vincent Lambert, il était pas du tout, le cerveau n'était pas du tout cramé. Hein. Je le laisse la faire là, mais il pouvait tout à fait continuer à vivre. Très compliqué, mais il était complètement vivant et conscient, etc. Et elle a fait en sorte qu'il y a une sorte de jurisprudence qui s'installe pour ensuite lancer beaucoup plus loin le décret Rivotril, même si c'est d'autres qui s'en sont chargés. Et là, ils se sont mis à faire de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, n'importe comment, et encore plus fort, y compris avec l'Association française de soins palliatifs, présidée à l'époque par Madame Fourcade, qui peut très bien m'entendre là sur les vidéos, Madame Fourcade, qui a quitté l'association des soins palliatifs, Mme Fourcade, qui était contre l'euthanasie, et qui a dit ce qui s'est passé dans les EHPAD avec le Rivotril n'était pas de l'euthanasie. Donc, Claire, faux. C'en était clairement. Eh ben, je vais me faire un petit plaisir de lui écrire une deuxième lettre, parce que Mme Fourcade, on lui a écrit une lettre ouverte, elle nous a répondu, et suite à ce qu'on a envoyé, elle a démissionné des soins palliatifs. C'était peut-être prévu, mais... Très bien. Alors, elle se propose d'endormir la personne, sauf qu'elle va utiliser une molécule qui s'appelle le midazolam, l'hypnovel. Le problème du midazolam et de l'hypnovel, qui est fait pour faire dormir les gens au bloc opératoire ou en soins intensifs, le midazolam, en fait, il est de propriété acide, et quand on augmente les doses, ça attaque le parenchyme pulmonaire, ça attaque la paroi des poumons, ce qui fait que la personne, ça lui provoque un œdème pulmonaire. Et la personne va se remplir de flotte, elle va se noyer, j'ai pas de bouteille, mais si vous avez une bouteille, tiens, tu peux me donner la petite bouteille en plastique, là, s'il te plaît? Voilà, très bien. Là, quand vous avez une bouteille comme ceci, vous voyez que la surface, elle est sur la base. Si je couche la bouteille, vous voyez bien que la surface liquide, elle est sur une plus grande surface. Ben là, quelqu'un qui est déjà en train de se remplir, avec ses poumons qui se remplissent de flotte et qui est debout, bon, bah, il va quand même se noyer, mais si en plus la personne est allongée, la surface de ses poumons pleins de flotte est beaucoup plus importante. Et ça, c'est un énorme problème, parce que le midazolam dont elle fait la promotion pour sédater les gens sur leurs dernières heures, bah, le midazolam, c'est très bête, mais il se trouve que c'est le médicament qui est utilisé dans les prisons américaines pour les injections létales. Oui, et ça fait déjà un paquet d'années.
Et il y a un paquet d'années que, vous savez que les Américains, ils sont particuliers, ils ont ce qu'on appelle la peine de mort sur le 8e amendement. Mais dans leur 8e amendement de leur constitution sur la peine de mort, ils disent « Ok, on peut tuer des gens quand on les condamne à mort, mais on s'interdit de les condamner, de les tuer dans la barbarie. » Ils ne veulent plus les pendaisons, etc., toutes sortes de mises à mort. Donc ils se sont dit « On va le faire avec des médicaments. Ça sera moins barbare. » Erreur. Ensuite, quand il y a des gens qui sont donc mis dans les fameuses chambres où ils sont assassinés, où ils sont tués, il y a une vitre avec les victimes et puis les familles des condamnés à mort. Et puis tout le monde regarde le type qui va mourir. Sauf que ces familles horrifiées ont été obligées de demander à leur avocat, qui est allé voir le directeur de la prison, qui est ensuite allé voir d'autres avocats, ils sont remontés vers les gouverneurs des États, pour dire les gens ne sont pas contents parce que le type qui est condamné à mort et qui est mis à mort, il met des minutes et des minutes et des quarts d'heure et des quarts d'heure et une demi-heure et des trois quarts d'heure, une heure de situations vraiment agoniques, plus que pénibles, où les gens, tout le monde se lève en disant oh, c'est pas du tout... Et comme ils sont bloqués par rapport à ça, sur la barbarie, ils ont donc fait faire des autopsies. Il se trouve que avec Valérie Ferrier, on est les deux seuls, enfin il y en a peut-être d'autres en France, mais en tout cas nous on est les deux seuls à être en contact avec Joël Zivo, qui est l'expert américain qui a réalisé plus de 300 autopsies chez des condamnés à mort. Et à 84%, il a réussi à démontrer que les poumons se remplissent d'eau quand on augmente les doses de midazolam promues par l'association de soins palliatifs, et notamment Madame Fourcade, qui est contre l'euthanasie. Donc, les gens meurent avec les poumons qui se remplissent d'eau. C'est pour ça que j'explique souvent qu'en fin de compte, c'est les guerres de Vendée qui reviennent. Dans les guerres de Vendée, ils tuaient les gens en les mettant dans des barques et en les mettant dans la Loire, en faisant couler les bateaux, parce que ça allait plus vite. C'est une autre approche. Petite parenthèse, si on veut vraiment comprendre et appréhender ce qui se passe maintenant, il faut impérativement retravailler au niveau historique les guerres de Vendée. Vous avez bien compris les guerres de Vendée, vous avez bien compris qui vous avez en face de vous, parce que nous, on a les descendants des colonnes infernales, et du coup, vous êtes encore plus déterminés. Parce qu'ils ne feront rien pour nous rater, donc nous, on va être juste bien déterminés. Sauf qu'on est aussi en 2025, et en 2025, on a en face de nous des managers qui sont, dans leur immense majorité, des trouillards et des péteux. Il ne faut pas l'oublier. Les prêtres réfractaires de 93, ils n'avaient pas des trouillards et des péteux en face d'eux. Ils avaient des colonnes infernales, ils avaient des monstres. Nous, on a quand même des trouillards et des péteux. Je suis OK pour qu'on dise souvent, on est parmi les résistants. Moi, mes grands-parents étaient résistants de toute la longueur, du début. En 40-41, ils ne savaient pas quand ça se terminerait. À 19, 20, 21 ans, ils étaient résistants. Ils ignoraient quand ça se finirait, quoi. Ils ne savaient pas qu'il y aurait 44, 45, etc., Stalingrad, tout ça. Donc nous, moi, je me sens plus réfractaire que résistant. J'ai trop de respect pour mes grands-parents. Je ferme la parenthèse. Donc le midazolam, déjà, c'est quelque chose qui provoque de l'œdème pulmonaire. Toujours sous la loi Claes-Leonetti. Pour éviter et qu'il y ait un peu trop de flotte, ils utilisent un anticholinergique qui s'appelle la scopolamine. Scopolamine, l'objectif étant, c'est des petits patchs qu'on met derrière l'oreille. La scopolamine, scopoderme, vous les trouvez dans les pharmacies pour les enfants quand ils ont du mal, le mal des transports, ils sont malades en voiture, le mal sur les bateaux, mal de mer, on met des petits patchs de scopolamine derrière l'oreille. Sauf que là, à ce stade-là, ça va encore. Moi, personnellement, du coup, je ne le savais pas, mais du coup, je n'en mettrai pas à mes gosses non plus. La scopolamine, c'est issu d'une plante qui vient d'Amérique du Sud. Quand elle est réduite en poudre, ça permet de faire des enlèvements. Elle est soufflée au visage des gens, les portières s'ouvrent sur les terrasses de café et hop, on embarque les gens rapidement comme ça. Vous cherchez scopolamine en écoutant les deux vidéos là. Scopolamine, souffle du diable, c'est comme ça qu'ils le nomment en Amérique du Sud. Et vous voyez un petit peu la méchanceté de cette molécule. Donc les gens, midazolam, les poumons se remplissent de flotte, on leur met de la scopolamine et ça va leur provoquer cauchemar, hallucination. Avec une problématique, le silence. La famille n'est pas au courant, la plupart des soignants, ils ne comprennent rien, le patient, il est juste silencieux. Bon. Ensuite, ils vont rajouter, et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, on parlait de potassium tout à l'heure. Le potassium, c'est important d'avoir du potassium, c'est une bonne molécule. Mais le médecin, dans les règles de l'art, il fait une prise de sang, un ionogramme,
et il regarde si vous avez suffisamment de potassium. Si vous n'avez pas assez de potassium, il vous met du potassium avec l'infirmière dans une grosse poche de perfusion de 1 demi-litre ou 1 litre, et on vous passe du potassium en 12 heures, 24 heures, et c'est très bien. La dose, c'est entre 3,4, enfin entre 3,5 et 4,5 millimoles. Pour moi, mes patients en hémodialyse, ils ont beaucoup plus de potassium, c'est un autre sujet, mais le potassium, c'est bien. Le problème, c'est que quand on utilise des doses hyper concentrées de potassium sur une seringue de 10 millilitres, effectivement, un cœur qui tourne à 60-80, vous le mettez à 180 et bing, il s'arrête. Vous le mettez en ce qu'on appelle en collapsus. Et pour être sûr que les gens en sédation meurent bien, je vous rappelle qu'à la base, c'est seulement pour les faire dormir. Hein. Mais on les fait dormir sur le bord d'une falaise, dans l'obscurité, avec 2-3 élastiques en train de casser, et la personne va tomber. Ils diront, bah là, on a juste sédaté, on a accompagné la personne, voilà. Non, c'est de l'euthanasie. La sédation profonde et continue, c'est de l'euthanasie déguisée. Mais ça se pratique tellement que, du coup, bah, les politiques et tout un tas de gens disent, bah, autant qu'on sorte une loi maintenant, parce que entre nous, hein, on a bien vu que... Non. Je vous explique jusqu'au bout. Midazolam, les poumons se remplissent. Scopolamine, cauchemar, hallucination. Et ensuite, pour éviter qu'il y ait trop de flotte, les médecins, 2, 3, 4 jours avant, mettent la personne sous furosémide. Furosémide, c'est un diurétique, c'est pour faire pisser les gens. Mais c'est très bien le furosémide aussi. Quand les gens ont des œdèmes, on les met sous furosémide. Sauf que là, c'est bien expliqué dans les résumés de caractéristiques de produits de la NSM. On ne met jamais quelqu'un à uriner quand elle a plus de flotte. On ne fait pas ça. Sinon, bah, la personne, on va la mettre en déshydratation et elle va basculer dans des souffrances incommensurables dans le silence. Elle ne va pas vous le dire, puisqu'elle est sédatée, puisqu'elle est enfermée dans son corps, elle ne peut pas dire quoi que ce soit. Donc les gens sont mis sous furosémie 2, 3, 4 jours, souvent, avant de balancer du potassium. Parce que... Non, ça c'est dans les EHPAD. Dans les condamnations à mort dans les États américains, c'est juste le midazolam. Ils ont essayé aussi d'autres molécules, en total. Mais je reviens sur les condamnations à mort juste après le furosémide, parce qu'il termine avec le potassium. Et en fin de compte, quand les gens urinent, se déshydratent comme jamais pour espérer qu'il y ait moins de flotte dans les poumons, mais ça rate, il y en a quand même. La personne meurt avec un sac plastique sur la tête dans le silence. C'est ça sa sensation de mort douce, hein. Elle perd certes du potassium, mais son sang va se concentrer à un moment donné. C'est toujours compliqué entre la quantité et le volume de sang, mais la volémie, la quantité de sang reste la même, ça s'hémoconcentre. C'est comme si vous voyez un potage, vous mettez des légumes, et énormément de flotte, c'est des légumes. Si vous faites bouillir, et que la flotte s'évapore, il y a toujours la même quantité de légumes. À un moment donné, ça arrive à une soupe. Et puis si il y a encore plus de flotte qui part, ça devient une purée. Pourtant, il y a toujours la même quantité de légumes. Bah, en fait, c'est le principe par rapport à la déshydratation au niveau du sang. Le sang, sa volémie, en fin de compte, va diminuer, mais sa quantité est la même. Le sang va s'hémoconcentrer. Et du coup, le potassium qu'on a un peu perdu va remonter, va revenir à une dose, une kaliémie correcte. Et c'est là où les médecins, certains médecins, pas tous évidemment, vont rajouter une petite perfusette ou du potassium. Et là, la personne, en plus d'être déshydratée, elle va décéder extrêmement rapidement. Évidemment, la famille ne va rien y comprendre. Et beaucoup de soignants, paradoxalement, ont beaucoup de mal à comprendre tout ça parce qu'il y a une intentionnalité là-dedans. Par contre, il y a des jeunes internes, des médecins qui savent parfaitement. Jamais on ne met du potassium à quelqu'un qui est à 4-5 millimoles ou 5, jamais, ça n'existe pas. C'est comme mettre quelqu'un dans une baignoire avec un téléphone portable en lui disant branche-le, prends ta douche. C'est mortel, hein, donc jamais ça ne se fait. Mais ces choses-là se pratiquant de plus en plus, eh bien, petit à petit, la machine a commencé à s'emballer à partir de 2020, puisque vous aviez un décret qui disait, on a fait Vincent Lambert l'année dernière, là on a un décret Rivotril, on y va, on envoie, quoi. Et globalement, il y a de plus en plus de soignants qui réalisent quand même, sans comprendre le chemin des molécules dans le corps, qui réalisent que
on m'a dit, je vais sédater la personne, je vais la faire dormir, ça va aller un peu mieux. Puis comment ça se fait qu'ils meurent tous à ce point-là, à cette vitesse-là? Et parfois, certaines personnes croisent ce qu'on appelle des Thénardier de service. Alors là, c'est extrêmement rare, mais ce sont de véritables psychopathes. Là, le pourcentage est vraiment, vraiment faible, hein, mais il faut tomber dessus. Et eux, ce sont des gens qui ont plaisir à jouer, j'appuie sur des seringues et j'arrête des cœurs comme ça. Moi, j'ai vu le potassium en action quand j'étais chez les pompiers de Paris. Je peux vous dire que c'est spectaculaire, hein, c'est violent. Hein. C'est comme vous appuyez sur un bouton, je clique, lumière s'éteint, je clique, vous arrêtez le cœur comme ça. Mais des euthanasies, il y en a toujours eu, hein, malheureusement, mais dans le cadre de ce que moi j'appelle les histoires folles. Il y a des histoires folles, hein, où la personne, il va falloir arrêter parce que c'est des histoires folles, quoi. Donc je vous donne un exemple pour essayer en changeant un peu les mots, et j'accélère. Donc non, c'est un exemple que j'ai déjà donné, que vous verrez sur les vidéos d'Éric Loridan sur TVADP. Vous allez voir sur d'autres médias, d'autres copains où on a déjà donné tous ces éléments-là. Mais ce type de situation, des histoires folles où il y avait des cas où on arrêtait, où on mettait des personnes en arrêt, c'est déjà arrivé par le passé. Mais ça rentre dans le cadre d'histoires folles, c'est-à-dire ça n'est pas légiférable. Dès lors qu'un État commence à essayer de mettre dans la loi, il va falloir faire comme ci, comme ça, non, techniquement, ça n'est pas légiférable. Et derrière, il y a un business absolument gigantesque là-dessus. Un autre élément qu'il faut quand même que vous ayez en ordre d'idée, c'est que derrière les projets d'euthanasie, je suis désolé, vous allez dire, mais c'est de pire en pire, ça s'arrête quand? C'est les projets de prélèvement d'organes. Notamment vis-à-vis de tout le monde, mais notamment vis-à-vis des jeunes. On peut me dire, oui, mais prélèvement d'organes, c'est des dons, c'est gratuit, il n'y a pas d'argent là-dedans. Et malheureusement, si, il y a quand même de l'argent, parce qu'il y a un pays qui a cassé les tarifs au niveau de la chaîne logistique des prélèvements d'organes, c'est les Chinois. Alors pourquoi les Chinois? Parce que, ils ont un réservoir qui s'appelle les condamnés à mort. Et deuxième explication pourquoi les Chinois peuvent prélever comme des dingues, quand quelqu'un cherche un cœur ou des poumons ou un foie en Chine, on est entre 2 à 5 jours d'attente. D'accord? Sur les listes d'attente de greffe. Quand nous, on est sur du 2 mois à 5 ans d'attente. Alors comment ils font pour aller aussi vite? Ils ont les condamnés à mort et ils ont un truc que nous, évidemment, on est bien content de ne pas avoir. Ils ont la réincarnation. Ça ne les dérange pas. Ils disent aux condamnés à mort, détends-toi, on va te tuer, etc. Mais tu vas te revenir en goéland ou en licorne ou je sais pas quoi. Donc c'est plus facile pour eux pour lancer ça, si vous voulez. Sauf qu'ils ont leur catalogue et ils ont cassé les tarifs. Et le monde occidental, sur la chaîne logistique, veut essayer de se tenir face à ce marché, en fin de compte. Marché absolument abominable. Donc, on ne peut pas aller dans un monde qui est informé, même chez des gens athées, il y a quand même, le Christ est quand même là, il y a quand même un inconscient collectif chrétien sur le paradis, sur la résurrection, et donc ça passe pas cette histoire de réincarnation. Donc il va falloir que eux vont chercher à jouer sur les dépressifs notamment, pas que, mais la carte des dépressifs est vraiment très très importante pour que les gens qui sont entre autres en dépression acceptent de donner leurs organes en se faisant euthanasier plutôt qu'en allant bêtement se suicider du haut d'un immeuble ou sous un train, quoi. Ceux qui sont vraiment en avance là-dessus sont les Québécois. Les Québécois ont vraiment dépassé les réflexions sur le sujet, notamment vis-à-vis des jeunes. Mais par contre, nous, en France, la loi, pour l'instant, rejette ça, mais on a quand même un problème sur comment est-ce qu'on détermine qu'une personne est décédée. Vous allez me dire, c'est pas compliqué, une personne qui est décédée, le cœur est arrêté. Ouais, mais en unité de soins intensifs, on maintient des corps, on maintient des gens vivants, entre guillemets, à un point où, à un moment donné, on est obligé de se poser la question. Le cerveau, il est grillé, le cœur, il est comment? Si on débranche la personne, elle vit, elle décède, elle s'arrête, etc. Et là, c'est beaucoup plus flou. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Moi, en 93,
j'étais dans un hôpital au Havre et il y a une jeune femme qui vient. Elle a fait une tentative de suicide. Elle a mangé plein de médocs. Les pompiers l'ont amenée. Elle est intubée, ventilée. Elle a tout le matériel et comment dire, elle arrive en soins intensifs. Les médecins font au bout de 24 heures d'attente un électroencéphalogramme pour voir si son cerveau est grillé. Et l'électroencéphalogramme est plat. Merde. Ils réattendent encore 24 heures. On est à 48 heures. On refait un autre électroencéphalogramme. Replat. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ils attendent encore 24 heures. À l'époque, mais c'est déjà le cas, c'est toujours le cas en soins intensifs, 24 heures de soins intensifs, vous êtes sur du 4-5 000 euros les 24 heures. Hein. Donc, quand vous maintenez des gens dans des lits, grosse pression. On arrive au 3e électroencéphalogramme, et là, il y a des ondes alpha qui commencent à rebondir. En fait, son cerveau, il n'est pas grillé. Elle a bouffé tellement de médocs qu'il lui faudra une bonne semaine pour commencer à se réveiller et pour évacuer tout ce qu'elle s'est pris, quoi. Donc moi, je discute avec elle au bout d'une semaine, et je lui dis franchement, alors vous, on vous a rattrapé, mais même pas par les cheveux. Hein. Enfin si, on vous a rattrapé par le dernier cheveu. Hein. Parce que manifestement, moi je pense que vous êtes arrivé là-haut, c'est pas possible autrement. Mais il y a quelqu'un là-haut qui a décidé que vous aviez un destin à accomplir. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Donc vous êtes là, donc vous êtes au premier jour du reste de votre vie, donc il va falloir... là, vous avez un destin à accomplir. Bref, 3 électroencéphalogrammes sur 3 jours de distance. En France, depuis 1995, il y a un protocole qui s'appelle le protocole Maastricht 3. Maintenant, on ne fait plus que 2 électroencéphalogrammes à 4 heures de distance. Ça fait déjà un paquet d'années. Hein. Ça veut dire que l'autre jour, j'avais un papa de Saint-Nazaire qui me disait sa fille s'est fait un super accident de trottinette. Les gens ne percutent pas en trottinette. Hein, à quel point ils sont des banques d'organes ambulantes. Hein. Bref, elle s'éclate, elle fait des soins intensifs, etc. Et au niveau du CHU de Rennes, on lui dit, monsieur, votre fille, c'est fini, va falloir, vraiment, toujours avec une petite voix, voilà, on est désolé, hein, voilà, c'est la fin, il va falloir débrancher, et puis on pense qu'il va y avoir un prélèvement d'organes, je lâche le mot comme ça, voilà, tout le monde est gêné. Il faut savoir que vous êtes tous donneurs d'organes, hein, de base. Hein. Limite, l'équipe aurait pu dire au père, écoutez, elle a 18 ans et un jour, elle est majeure, vous sortez, on s'en fout de ce que vous pensez. La loi dit on peut prélever les organes comme ça. Lui n'est pas content, il se bat, il discute avec une copine médecin qui lui dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On ne peut pas statuer que ta gamine ait le cerveau cramé comme ça. Donc on change de service, etc. Et il a bien fait comprendre, il est exclu de toucher aux organes de ma gamine. Exclu. Là, tout de suite, l'équipe, ah non, mais détendez-vous, c'est pas ce qu'on voulait dire, non, on n'est pas comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et en fin de compte, il va faire ce qu'il faut faire, et ce que moi j'ai fait, moi je n'aurais jamais cru faire un truc pareil. Je suis allé m'inscrire sur le registre national des refus, ça m'a pris un quart d'heure, j'ai mis mon PDF, j'ai mis les cartes d'identité, d'ailleurs j'ai toujours pas collé la tienne Léa, je vais coller ta carte d'identité, parce que je vais te le faire, je vais t'inscrire là-dessus aussi, pour le registre national des refus, pour que si vous êtes au bloc opératoire et il vous arrive un truc, vous sortez le numéro de dossier et vous dites non, là, vous ne pourrez pas prélever. Ah, ok, joker. Donc, si c'est pour m'annoncer une mauvaise affaire, eh bien on s'arrête, mais vous ne prélèverez pas. Ce qui est un comble, hein, ce qui est un comble. Mais creusez ça aussi parce que voilà. Donc je pourrais dire beaucoup de choses. Non. S'il y a une dame dont il faut suivre les travaux, c'est Tiffaine Pinsol. Cherchez, creusez les travaux de Tiffaine Pinsol, notamment sur la présence de la spike dans le sang et ce qu'on peut en faire avec le laboratoire de Magdebourg en Allemagne et plein d'autres sujets. Creusez. Il y a plein de gens très sympas, plein de grands médecins, toujours les garçons évidemment. Hein. Les nanas, on en parle moins. Mais Tiffaine Pinsol, allez creuser ce qu'elle a fait. Là, ça va aller très loin. Allez. Pèlerinage, celle qui est toujours là pour m'aider, me soutenir humainement, psychologiquement. Sans elle, vous ne seriez peut-être pas là. Donc voilà, c'est Élodie et je vous la laisse pour un petit moment. Et après, j'en profite que j'ai la parole, je la prendrai plus. Mais donc, on a un programme encore chargé et vous n'êtes peut-être pas tous au courant
On s'en va faire à peu près 4-5 km de procession jusqu'au sanctuaire de Lourdes où on va prier devant la grotte. Donc on va partir nos 5 km sur le chemin de Sainte-Bernadette. Donc là, on a le droit. On fera notre procession avec les croix pancartes. Une fois qu'on arrive bien avant Lourdes, on décroche. On ne fait pas les énervés, on ne fait pas les warriors, on ne fait pas les résistants pour se faire mettre en prison. On décroche toutes les pancartes et on se retrouve juste avec un bâton de pèlerin, parce qu'elle se décroche en fait, elle fait bâton et elle fait croix. Et donc dans le sanctuaire, on est visible. Tout le groupe, on est quand même 70, donc on est voyant. Et on a notre croix ou notre bâton de pèlerin. Donc à partir de ce moment-là, qu'on est dans le sanctuaire, c'est un peu libre, puisqu'à 21h commence la procession au flambeau du sanctuaire, où le rosaire prié, médité par la fraternité Saint-Pédis à la basilique Saint-Pédis. Donc bonjour, moi je suis donc Élodie, la marraine de ce pèlerinage, mais aussi la marraine d'Aurore, et puis la maman de ma fille Jeanne qui est pas très loin. C'est important d'être là, c'est important qu'on soit ensemble et de témoigner nos histoires. Parce que ce qu'on vit marque l'histoire de notre société. En effet, quand on remonte historiquement jusqu'à la guerre de Vendée, tout était écrit, tout était informé dès le départ, mais pour ça, il faut avoir les bons yeux ou être au courant dès le départ. Moi, ce n'était pas forcément le cas. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions il y a déjà fort longtemps, déjà dans ma pratique d'infirmière hospitalière où je trouvais que des choses tournaient pas rond. Moi, pour ma part, j'ai travaillé en médecine digestive classique et palliative. Et ce que décrit Eric, malheureusement, moi, je l'ai vécu pendant 6 années. Au début, je ne comprenais pas trop ce que je faisais. J'avais l'impression de soulager les corps. Et puis, quand on voit comment les gens partent, eh bien, on se rend bien compte qu'on leur vole une partie de leur chemin. Et la partie la plus importante, probablement après la naissance. Ça a été vraiment une période très très douloureuse dans ma vie parce que quand on se rend compte de ce qu'on fabrique avec nos seringues, avec le contenu des seringues, on commence à se gratter la tête. Et c'est très bien. Je pense que si Dieu nous permet de vivre ces moments-là, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour avancer vers lui, avancer dans la foi et ensuite en faire quelque chose de grand. Donc merci à tous les malheurs qu'il nous permet de vivre sur Terre. Et puis, je vais pratiquer une deuxième manière de pratiquer mon métier d'infirmière. Je vais être à domicile pendant 7 années également. Et là, je commence vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais avec ces seringues? Pourquoi j'injecte des hormones? Autant de chimio, autant de choses chimiques sans jamais travailler avec la foi, sans jamais travailler avec ne serait-ce que l'hygiène de vie qui est quand même le fondement et la base de notre médecine. Et puis assez rapidement, finalement, quelques années après, le Covid arrive en France et là j'implose, j'explose à l'intérieur de moi parce qu'encore une fois, on ne s'inquiète jamais du terrain et de l'hygiène de vie de la personne, on la bourre de traitements qui ne sont pas des traitements, mais des tueurs à gages. Et on va nous imposer cette injection dite vaccinale, qui n'a absolument rien à voir avec un vaccin. Donc je ne m'étendrai pas sur mon point de vue concernant les vaccins de base, parce que je pense que tout, là aussi, est à redire, à réécrire et à revoir à tout point de vue, parce que je pense que dès le départ... le diable, on dit souvent, s'habille en Prada. Voilà, moi, c'est un petit peu ma phrase. Mais là, ça n'avait rien à voir avec un vaccin dès le départ. Même si au départ, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le produit. Mais le peu qu'on en sait, c'est pas un vaccin, clairement. Donc, on nous vend complètement du rêve qui n'en est pas. Parce que c'est un rêve qui va nous envoyer dans les abîmes, dans les abysses et dans la difficulté. Voilà, je pense à toutes ces personnes qui m'entourent et bien sûr à Aurore et puis toutes ces victimes et familles endeuillées. Et donc là, il faut se positionner à l'époque. J'ai pas pu me positionner avant quand je travaillais en médecine palliative parce que je ne savais pas ce que je faisais. Là, le peu que je sais, il faut se positionner. Donc je fais le choix de dire non à ce produit-là.
ça va pas être possible en fait de m'habiller moi aussi en Prada. Et comment je dis non? En fait, moi à l'époque, donc je suis infirmière libérale. Je peux pas abandonner mes patients, je peux pas abandonner mes associés. Donc je fais le choix de rester tout en disant non. Alors je savais pas trop comment j'allais faire ce grand écart. Et puis lors de messes, lors de prières, je dirais en conscience, je reçois tu feras un faux. Et comique. Et donc je vais faire un faux. Et puis le lendemain, moi je me fais un faux, mais je peux pas agir que pour moi. Ça c'est pas possible, c'est contre chrétien, contre charité. Et donc rapidement, je m'oriente vers aider mon prochain avec des faux papiers. Et puis les personnes sont venues à moi assez rapidement. De là va se vivre tout un tas d'éclats dans ma vie. D'abord, je me fais virer de mon cabinet par mes associés quand elles se rendent compte de la supercherie selon elles. Parce que moi, finalement, je n'ai fait que honorer le vivant, même si j'ai dû tricher dans la société, mais je n'ai pas triché avec ce qui m'était demandé. Et puis, je me fais donc virer du cabinet, et puis va s'en suivre toute une démarche de dénonciation pour mes collègues. Elles vont aller voir toutes les structures qui légifèrent notre métier. Donc, dans l'ordre, il y aura la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'Agence régionale de la santé, l'Ordre des infirmiers. Et in fine, il faudra qu'elles aillent jusqu'à porter plainte, puisque chaque structure qui légifère mon métier dise on n'a rien à reprocher à votre collègue, mais on la veut. Et donc, elles sont allées au commissariat de ma commune pour porter plainte. Donc là, on était au mois de décembre 2021. En février, une perquisition à domicile. Et puis, s'en suivra 48 heures de garde à vue. Un procès en comparution immédiate en février 2022. Et donc là, je devais partir pendant 7 années en prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction à vie d'approcher un patient. Moitié procès, je vous passe tous les détails. Il y a tout un tas de vidéos qui circulent sur la toile. Et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai volontiers. Parce que si je dois retracer 5 années de vie, ça prendra bien plus qu'une demi-heure. Et là, Céline va me mettre les menottes pour qu'on avance avec les croix. Et donc, à la suite de ce procès, finalement, je rentre à la maison avec 1 000 € d'amende, 18 mois de mise à pied et 4 mois de prison avec sursis. Donc, 18 mois de mise à pied, ça suffit pour changer une vie. Bon, de toute manière, toute cette étape a changé littéralement ma vie. Parce que c'est un véritable acte de foi que le Seigneur m'a offert à travers cette étape de ma vie. C'est bien pour ça que je suis ici, d'ailleurs, aujourd'hui, avec vous. Et donc, pendant ces 18 mois, je me suis reconcentrée sur mon statut de soignante, sur ma posture d'accompagner en soins, avec autre chose qu'uniquement de la chimie. Je ne dis pas que la chimie ne sert à rien, pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut la proscrire, pas du tout. Mais ça reste un outil de travail et elle n'est pas un outil absolu. Et donc, je me suis formée à la naturopathie. Et justement, comment mettre cette hygiène de vie qui est la nôtre à nous tous à bon escient pour être le plus confortable possible pour marcher sur ce chemin. Et puis, s'en suivra pendant toutes ces 4 années-là, 4 procès en tout. Un deuxième procès en avril 2023, l'ordre aura porté plainte contre moi et là, je fus radiée définitivement. J'ai fait appel à cette radiation et j'ai eu l'appel au mois de juin 2025, donc ce dernier mois de juin. Et puis contre toute attente, l'ordre s'est retourné, a retourné sa veste. Mais je dis contre toute attente et en même temps, il y avait un tel poids humain derrière moi et avec moi ce jour-là, et puis probablement un poids divin très important. Ils n'ont pas pu faire autrement parce que, comme on partageait tout à l'heure avec Eric, quand on est en colère, quand on est acharné, on stimule celui qui est en bas. Clairement, il a de quoi s'amuser. Or là, faut imaginer, nous étions 70 personnes dans la salle d'audience, d'un calme plat. Il y avait beaucoup de priants d'ailleurs avec leur chapelet.
Et c'était d'un calme absolu. Mon avocat, qui pourtant peut être très sanguin, finalement, certes, il était droit, debout, mais il a offert une plaidoirie plus que calme et remplie de loyauté. Et puis moi, pour ma part, j'ai eu droit à 20 questions. 20 questions, c'est la première fois depuis tous ces procès qu'on a eu autant de questions. 20 questions, c'est énorme. Je crois que tous les procès que j'ai accompagnés jusque-là, on a eu entre 0 et 1 question au bout de 2 années de préparation. Et là, 20 questions, c'était vraiment beaucoup. Et finalement, toutes mes réponses auraient pu sortir par le biais de la colère ou de la fuite. Et non, grâce à Dieu, j'étais pleinement dans mes baskets et à l'aise dans ma blouse d'infirmière d'ailleurs, et ma blouse d'humaine aussi. Et les questions qui sont sorties étaient calmes et apaisées, et je me rappellerai toute ma vie de leur visage en face. Ah bah voilà. Et comment fait-on ? Comment fait-on ? Eh bien, on se gratte la tête. Et au bout de 2 mois d'attente, je reçois le résultat de ce procès. Et puis finalement, ils me rendent mon diplôme dans 2 ans, certes, en mai 2027, mais le diplôme est rendu. Donc certes, c'est une victoire qui est amère, parce que pourquoi attendre encore 2 ans ? Pourquoi j'ai eu sur le résultat de procès 6 pages avec... rempli d'allers-retours, d'incompréhension. Mais il y a quand même une victoire. Il y a quand même une allégeance, il y a quand même un retournement de veste, de situation. Ça me donne beaucoup d'espoir. Je pense que c'est important d'être solide dans nos baskets et dans nos positions, peu importe le résultat, parce que quelque part, l'autre en bas, il est en colère, il s'énerve et il avance, mais il y a quand même une gloire et une équipe qui se forme ici. Et ça fonctionne et ça marche. Entre-temps, eh bien, je me suis aussi engagée davantage dans ma foi. Il faut savoir que pendant ces 48 heures de garde à vue, j'aurais pu sombrer. Le diable est venu à ma porte à 3 reprises. Mais le bon Dieu est toujours là, rempli de puissance et de gloire quand nous, on est dans la faille. Et je crois aussi qu'il profite de cette faille pour nous pénétrer de pleine part. Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Et c'était important pour moi que de marcher avec les victimes, parce que ce que le diable adore, c'est nous diviser, nous séparer. Et je crois que son représentant légal en France, on ne va pas le nommer, hein, monsieur, je sais pas comment on pourrait le nommer, notre cher président, adore ça, nous diviser pour mieux régner. Le kéké rose. Et c'est vrai qu'il y a eu toute cette dissidence qui s'est divisée. Oui, ceux qui se sont fait injecter, c'est tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à réfléchir. Ceux qui ont été suspendus. Enfin, on a entendu tellement de mots qui divisent. Et moi, je me suis toujours dit, mais j'espère que je me trompe. Je me rappelle quand je faisais ces faux passes, je me disais, mais j'espère que je me trompe. J'espère que je me viande sur toute la ligne et que, après tout, mes associés ont raison. Et quand je vois ces croix pancartes, quand je vois horreur, eh ben non, en fait, il faut se souder, il faut être ensemble. Et il faut comprendre que si on vit toute cette mascarade, pour moi, c'est un véritable moment, justement, pour rejoindre notre foi et travailler ensemble, justement, sur comment on soigne notre corps pour être en bonne santé, comment on soigne notre cœur pour être en bonne foi, et comment on fait pour continuer maintenant. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je crois qu'il faut continuer. C'est pour ça que je suis là, tout simplement. Continuer. Merci. Regarde Anaïg, c'est pour Anaïg. Coucou Anaïg. Non,
Martha avec vous. Et le CHU, c'est la réaction du CHU qui a été lamentable. Dites-moi, monsieur, je sais que vous habitez dans le coin, vous, hein. Oui. C'est un choix divin. Eric, je peux te demander qu'est-ce que ça te fait d'être au sanctuaire de Lourdes pour la première fois, je pense, dans cette journée très particulière? Alors, oui, là c'est mon baptême de Lourdes, très franchement. Je suis j'ai pas trop de mots, c'est compliqué. Je me sens tout petit, ça c'est la première des choses. Je suis surpris par le monde, encore que non. Je suis déjà passé au Vatican où c'est encore différent, mais c'est quand même un émerveillement de voir tous ces gens qui se connaissent pas et qui sont complètement reliés. Ouais, donc là, mes premiers mots, c'est que je me sens tout petit, et puis on sent bien qu'il y a une force évidente. C'est important de venir, ouais, c'est important. On s'imagine des choses. Là, tu vois, je vois la Sainte Croix avec la basilique. Là, c'est étonnant. Et quand même, c'est une petite bergère toute seule qui voit la Sainte Vierge. Est-ce que des gens peuvent penser à un mensonge? Comment une petite bergère explique sa petite histoire dans son patois, et puis combien d'années plus tard, on a encore autant de milliers de personnes à venir par jour dans ce sanctuaire? Non, il faut être sérieux. La présence réelle, c'est sérieux. L'évidence du Christ et de l'Esprit Saint, c'est sérieux. La présence de la Sainte Vierge, c'est sérieux. Je ne parle même pas des miracles qui sont complètement validés par des médecins vraiment scientifiques, athées et particulièrement embarrassés, qui ne peuvent que constater. Bon, je ferme la parenthèse, c'est même pas intéressant. C'est une évidence, mais c'est une évidence. C'est beaucoup de force. Nous, quand on prie, on ne récite pas une prière. On parle à la Sainte Vierge, ou on parle au Christ, ou on parle à un saint, ou on parle au Seigneur, évidemment. On leur parle en direct. Et c'est beaucoup plus connecté qu'avec ce truc-là. Voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Qui a pregare poi anche per tutti gli oggetti di pietà e di devozione che portate con voi e che riporterete a casa il messaggio di Lourdes. Grazie. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Élisabeth s'exclama: « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Prions pour les personnes âgées, que Marie les visite et les réconforte. Segundo misterio gozoso, la visitación. Isabel exclamó. The second joyful mystery, the visitation. And Elizabeth exclaimed, "Why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me?" At the end of our procession,
come here to revive, may grow in mercy. You may wish to go to the grotto for a time of prayer or to attend night mass. To each of you, we wish an excellent pilgrimage. Queridos peregrinos, llegamos al final de nuestra procesión. Los invitamos a retirarse. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.